Nul n'est prophète en son pays, comme dit le proverbe. Et il est en effet toujours intéressant de voir que certains auteurs sont complètement oubliés, voire méprisés dans leur pays d'origine, tandis qu'ils deviennent des sommités incontournables à l'étranger. Or, il en va particulièrement ainsi de l'auteur dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, à savoir Frédéric Bastiat, qui compte, avec Tocqueville, parmi les Français les plus lus aux États-Unis depuis le XIXe siècle, alors même qu'il est un illustre inconnu dans sa France natale. Frédéric Bastiat est en effet l'une des principales figures du libéralisme français, et même plus spécifiquement de ce courant économique qu'on appelle l'école libérale française ou encore l'école de Paris. La pensée libérale en France est assez complexe, bien qu'elle est souvent assez méconnue, voire caricaturée. Du fait d'une vision un peu biaisée de l'histoire des idées, le libéralisme apparaît même souvent comme un phénomène essentiellement anglo-saxon, alors qu'il possède des racines extrêmement profondes sur le continent, y compris en France. On peut en effet faire remonter cette tradition à Montaigne tout au moins, et cette tradition se poursuit ensuite avec des penseurs comme Montesquieu, Turgot, Jean-Baptiste Say, Benjamin Constant et Madame de Staël, Tocqueville, Frédéric Bastiat en l'occurrence, ou encore au XXe siècle avec des penseurs comme Raymond Aron, Jean-François Revel ou Bertrand de Jouvenel par exemple. Pourtant, malgré la profusion de penseurs étonnamment profonds et souvent très originaux, le libéralisme n'a jamais eu trop bonne presse en France. Il y a de très nombreuses raisons à cela, il serait trop long de revenir dessus ici. Une des plus évidentes toutefois tient sans doute à la tradition étatiste qui s'est installée en France depuis fort longtemps. Frédéric Bastiat lui-même disait que l'un des problèmes de la France était, je le cite, qu'elle est trop habituée à être beaucoup gouvernée. Et Gustave Le Bon lui-même, il y a un siècle, disait que l'étatisme était la religion commune de tous les Français, quelle que soit leur couleur politique. Alors bien sûr, il y a de très bonnes raisons d'être critique du libéralisme. Moi-même, je n'ai jamais caché mes réticences à l'égard de cette école de pensée sur certains points très importants, des réticences avant tout d'ordre anthropologique ou purement politique, avec certaines de mes vidéos sur des contre-révolutionnaires comme Louis de Bonald par exemple, j'ai essayé de montrer les limites de l'individualisme philosophique en rappelant que tout homme est d'abord constitué par un nous avant de pouvoir dire je, et avec mes vidéos sur Carl Schmitt ou sur Machiavel par exemple, j'ai essayé de rappeler que le politique possède sa propre autonomie, une autonomie qui ne peut donc pas être supplantée par les lois du marché, ni être tout simplement soumise aux règles du droit, car en effet on l'oublie souvent, mais le libéralisme philosophique est avant tout une doctrine juridique. Pour autant, cela ne signifie pas que je ne trouve rien à sauver du libéralisme, bien au contraire, ni même qu'aucun penseur libéral n'a été capable d'intégrer ces critiques. Edmund Burke, le premier, a critiqué, et ce de manière très radicale, le constructivisme abstrait des Lumières, et quelqu'un comme Raymond Aron, au XXe siècle, a su combiner sa philosophie libérale avec une approche réaliste des relations politiques. En témoigne son intérêt pour Machiavel ou pour Clausewitz. J'ai d'ailleurs consacré plusieurs vidéos aux deux penseurs principaux du libéralisme français du XIXe siècle, que sont Benjamin Constant et Alexis de Tocqueville. En plus de ma vidéo sur Tocqueville que vous trouverez sur cette chaîne YouTube, en effet, j'ai consacré également deux autres vidéos à cet illustre penseur. Une vidéo sur sa vie et son œuvre en général, et une autre sur l'Ancien Régime et la Révolution, ainsi que deux vidéos sur Benjamin Constant, une longue biographie intellectuelle et une analyse de son discours sur la liberté des anciens et des modernes. Je vous mettrai un lien en description de cette vidéo si cela vous intéresse de les regarder. Mais s'il y a une philosophie libérale, il y a aussi une conception libérale de l'économie. Alors les deux sont souvent liés bien sûr, mais certains auteurs sont philosophes ou sociologues avant tout, tandis que d'autres sont des économistes en particulier. Or, j'ai justement eu envie de vous parler aujourd'hui de cet économiste étonnant que fut Frédéric Bastiat. Frédéric Bastiat est un économiste et un homme politique français né en 1801 à Bayonne et mort à 49 ans seulement en 1850. Il est donc de la même génération que Tocqueville, et il siégera d'ailleurs avec lui à l'Assemblée nationale. À la différence de son illustre contemporain, Bastiat n'était pas à proprement parler un philosophe du libéralisme, mais il n'en était pas moins un superbe écrivain. C'est quelque chose qui m'a frappé immédiatement dès que j'ai commencé à le lire. Bastiat possède un style admirable et une plume éclatante. À la différence de nombreux économistes qui expliquent des choses simples dans un langage compliqué, Bastiat, lui, explique des choses compliquées dans un langage clair. Et ce, au moyen de paradoxes, de démonstrations par l'absurde et d'un sens de la formule absolument admirable. Rien que comme maître du beau style, Bastiat mériterait d'être davantage lu de nos jours. Mais au-delà de son style, qui est proprement superbe,
Bastiat reste d'une profonde actualité par sa dénonciation de ce qu'il appelait les sophismes économiques. Sophismes économiques qui sont savamment entretenus autour de l'État et de l'interventionnisme, des impôts, du socialisme, de la solidarité, etc. Plus qu'un théoricien de l'économie, Bastiat est avant tout, je dirais, un satiriste. Ou du moins, il développe cette théorie à travers des fables satiriques ou des comparaisons un peu moqueuses. Or, il se fait qu'un bon nombre de sophismes économiques qu'il a traqués dans toute son œuvre sont encore aujourd'hui savamment entretenus par des politiciens ou des démagogues qui s'appuient sur l'ignorance des masses quant au fonctionnement de l'économie pour leur promettre monts et merveilles. Lire ou relire Bastiat, c'est donc se purifier l'esprit d'un bon nombre d'idées préconçues en économie. Or, j'insiste, l'économie est un domaine qui peut paraître parfois un peu intimidant, mais il n'y a pas de raison d'être effrayé quand on lit Bastiat. Bastiat fut d'ailleurs une véritable étoile filante. Sa vie publique d'auteur et d'économiste ne dura en effet que 6 années. 6 années extrêmement productives toutefois, au cours desquelles il publiera de nombreux textes qui s'opposent directement à l'intervention de l'État dans l'économie et défendent des principes libéraux. Et à partir de la Révolution de 1848 en particulier, Bastiat polémiquera durement avec des auteurs socialistes de son temps, comme Louis Blanc, Victor Considérant ou surtout Proudhon, avec qui il aura un échange de lettres publiques pendant plusieurs semaines dans les pages de La Voix du Peuple, un journal socialiste, au sujet de la gratuité du crédit. Parmi les tout grands textes qu'écrira Bastiat à cette époque, on retrouve par exemple les harmonies économiques, les sophismes économiques, la loi, ou encore ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Or, c'est justement de ce texte au titre emblématique que j'aimerais vous parler. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Le bon économiste, selon Bastiat, ne se contente pas d'observer l'effet visible d'une intervention politique dans l'économie, par exemple. Il doit s'attacher à prévoir les effets qu'on ne voit pas. Une mesure économique peut sembler fort bénéfique pour la population dans un premier temps, alors qu'elle entraîne en vérité des effets catastrophiques dans un second temps. Et ce qui est incroyable quand on lit ce texte de Bastiat, c'est que ces arguments, bien souvent, pourraient être sortis à nouveau à peu de choses près pour répondre au discours économique des socialistes ou des néo-keynésiens. D'où l'intérêt des conservateurs américains pour lui de nos jours. Je vais donc essayer de vous faire ressortir les principales thèses, les principaux enseignements qu'on peut tirer de ce magnifique pamphlet, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore abordé sur la chaîne des thèmes de ce qu'on appelait jadis, à l'époque de Bastiat, l'économie politique, mais il me semble intéressant d'aborder de temps en temps des auteurs de cette discipline également. Or justement, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas est un véritable classique dans le genre, ou du moins il devrait être considéré comme tel, et c'est une lecture que je vous recommande tout particulièrement si vous n'avez pas de base dans le domaine. La thèse du livre est au fond très simple, et repose sur son titre évocateur, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Dans la sphère économique, un acte n'engendre jamais un seul effet, mais une série d'effets. Simplement, le premier effet est le seul immédiat, c'est ce qu'on voit, surviennent ensuite une série d'effets, c'est ce qu'on ne voit pas. Or, nous dit Bastiat, il arrive bien souvent que lorsque le premier effet immédiat est favorable, l'ensemble des conséquences qui suivent, elles, sont funestes. Le mauvais économiste sera donc celui qui va poursuivre un petit bien actuel qui sera ensuite suivi d'un grand mal, alors que le vrai économiste, lui, va poursuivre un grand bien à venir au risque de passer par un petit mal passager. Cette distinction entre les conséquences immédiates et les effets imprévus funestes n'est pas sans rappeler non plus les réflexions de Jules Monroe sur l'hétérotélie, donc cette idée que toute action humaine entraîne des conséquences dont l'agent ne pouvait pas se douter au départ, un principe de l'action humaine qui doit inciter, en politique, mais pas seulement d'ailleurs, à la prudence et à se méfier de tous les grands plans totalisants. Du reste, nous dit Bastiat, cette idée selon laquelle, quand les premiers fruits d'une action sont doux, il est à craindre que les autres seront amers, cette idée n'est pas restreinte à l'économie. Nous sommes malheureusement constamment aux prises avec cette réalité dans notre vie quotidienne. La paresse, par exemple, peut être très agréable dans un premier temps, car elle nous permet de nous reposer, mais elle peut conduire à des échecs catastrophiques. La gourmandise, pareillement, peut nous faire passer un très bon moment à table avant d'être malade toute la nuit. Ce n'est donc pas seulement en économie qu'il faut apprendre à opérer cette distinction entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Mais l'objet de Bastiat, c'est l'économie.
Et pour nous faire comprendre les enjeux de cette distinction fondamentale, il part d'une douzaine de cas concrets dans son texte, dans son pamphlet Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Des cas concrets comme l'emploi des fonctionnaires, les impôts, le financement des arts et des théâtres, le développement des machines, les travaux publics, etc. Alors je ne vais pas tous les passer en revue avec vous, je vais en prendre certains, je vais prendre certains des cas les plus représentatifs que je vais expliciter, à commencer par le tout premier dont nous parle Bastiat dans son texte, qui est un peu le cas paradigmatique servant ensuite à comprendre tous les autres, et qu'on a pris l'habitude de nommer depuis le sophisme de la vitre cassée. Voyons ensemble en quoi cela consiste. Comme je vous l'ai dit, Bastiat exprime souvent ses idées ou ses critiques par des réflexions imagées. Cette parabole qui ouvre son livre est ainsi une de ses plus connues. Un homme rentre un jour chez lui et remarque que son fils a cassé le carreau d'une de ses vitres. Furieux, il se plaint donc de cet accident auprès de son entourage. Après un premier moment d'excitation néanmoins, voilà que naît le besoin d'une petite réflexion philosophique. Ses amis offrent donc au propriétaire infortuné cette consolation intellectuelle. À quelque chose, malheur est bon. De tels accidents font aller l'industrie. Il faut bien que tout le monde vive. Que deviendraient les vitriers si l'on ne cassait jamais de vitres? Cela vous paraît peut-être trivial, mais il y a dans cette formule de condoléance, nous dit Bastiat, toute une théorie qu'il est bon de surprendre flagrante delicto, dans ce cas très simple, attendu que c'est exactement la même que celle qui, par malheur, régit la plupart de nos institutions économiques. Imaginons en effet qu'il faille 50 € pour réparer cette vitre. Si l'on dit qu'en les dépensant on fait du bien à l'industrie vitrière, c'est très juste, assurément. Le vitrier viendra, il fera son travail et touchera ses 50 €. Peut-être même bénira-t-il dans son cœur cet enfant terrible. C'est ce qu'on voit. Mais si, dit Bastiat, par voie de déduction, on arrive à conclure, comme on le fait trop souvent, qu'il est bon qu'on casse les vitres, que cela fait circuler l'argent, qu'il en résulte un encouragement pour l'industrie en général, je suis obligé de m'écrier « Halte là, votre théorie s'arrête à ce qu'on voit, mais ne tient pas compte de ce qu'on ne voit pas. » En effet, notre vitrier, une fois payé de ses 50 €, les dépensera ensuite chez d'autres marchands, et ceux-ci, à leur tour, auront 50 € à dépenser chez d'autres, et ainsi de suite. Loin d'être un malheur, pourrait-on penser, la vitre brisée va en fait devenir une source d'argent et de travail pour la société. Et si on voulait pousser le raisonnement jusqu'à sa conclusion ultime, le jeune garçon qui a brisé la vitre ne serait pas un petit vaurien, mais en fait un bienfaiteur public. Ce raisonnement, comme vous le pressentez, est fautif. Certes, ces 50 € vont circuler dans la poche du vitrier. Mais si la vitre n'avait pas été cassée, notre propriétaire aurait simplement dépensé cet argent autrement. Peut-être escomptait-il acheter un nouveau vêtement ou de nouveaux livres par exemple. Le vitrier a donc peut-être profité de cette destruction, c'est ce qu'on voit, mais le tailleur ou le libraire s'en trouve lésé, c'est ce qu'on ne voit pas. Si l'on additionne les gains du vitrier et la perte du libraire, on voit bien que cette petite destruction n'a eu en vérité aucun intérêt positif pour la société en général. Mais non seulement il n'y a aucun gain net pour l'économie, on peut même dire que le jeune garçon a appauvri la société. En cassant la vitre, il a en effet obligé un membre de la société, en l'occurrence son père, à utiliser ses ressources pour reconstituer simplement sa richesse dans son état initial, alors que s'il n'avait pas cassé la vitre, ces ressources auraient été utilisées pour faire croître la richesse de la société. Au lieu d'avoir une vitre et de nouvelles chaussures ou de nouveaux livres dans sa bibliothèque, son père se retrouve simplement avec sa vitre de départ. Non seulement l'emploi n'est donc pas stimulé, mais la communauté est moins riche après le vandalisme qu'avant. Il y a eu un gain pour 2 pertes. Bastiat conclut donc ainsi. Casser, briser, dissiper, ce n'est pas encourager le travail national. En d'autres mots, destruction n'est pas profit. Cette histoire paraît bien simple, et intuitivement, nous nous doutons tous bien que la destruction d'une vitre, ni, a fortiori, d'une voiture ni d'une maison, n'accroît la richesse de la société. Pourtant, le sophisme de la vitre brisée
sert en fait de modèle paradigmatique sur lequel s'énoncent bien d'autres sophismes en apparence plus élaborés. C'est ce que nous allons voir maintenant. Un cas de politique concrète qui se rapproche du raisonnement autour de la vitre brisée est celui des travaux publics, nous dit Bastiat. Pour relancer l'économie, l'État peut, par exemple, investir dans de grands chantiers, et ce faisant, engager beaucoup de monde dans ces travaux. De cette manière, pense-t-on facilement, on crée du travail, et donc on crée de la richesse. Mais Bastiat met en garde contre ce raisonnement simpliste. Car par quoi la dépense publique sera-t-elle financée, si ce n'est par de nouveaux impôts ou par des dettes publiques? L'État ouvre un chemin, bâtit un palais, redresse une rue, perce un canal, écrit-il. Par là, il donne du travail à certains ouvriers. C'est ce qu'on voit. Mais il prive de travail certains autres ouvriers. C'est ce qu'on ne voit pas. Imaginons que l'État décide de construire une nouvelle route. Pour cela, il emploie 1000 ouvriers. Ce faisant, on peut dire qu'il a créé des emplois. C'est vrai, c'est ce qu'on voit sur le moment. Mais pour payer cette route, il faut utiliser l'argent des impôts. Chaque euro dépensé dans ce projet émanera donc de la bourse des contribuables. On les taxera de la somme totale qu'ils auraient pu dépenser dans des services dont ils ont davantage besoin. Par conséquent, tout emploi créé pour la construction de la route empêche soit la création d'un emploi privé ailleurs, soit l'enrichissement de services déjà existants. Vous comprenez ainsi, dit Bastiat, qu'une entreprise publique est une médaille à deux revers. Sur l'une figure un ouvrier occupé avec cette devise « ce qu'on voit », sur l'autre un ouvrier inoccupé avec cette devise « ce qu'on ne voit pas ». Alors bien sûr, si la création de cette route est utile et répond aux besoins des contribuables, si elle apporte une solution à des problèmes de circulation par exemple, ce coût est justifié, peut-on dire. Les citoyens auront payé pour ce dernier comme ils auraient payé pour n'importe quel service privé, et il n'y a pas à s'en plaindre. Simplement, on ne peut pas dire qu'il y a eu création de richesse de la part de la politique publique. Il y a eu, au mieux, un déplacement de la richesse. Mais si cette route a été construite simplement pour donner du travail, entre guillemets, avec une utilité très discutable, alors on spolie les contribuables au nom d'une mystification économique. Le sophisme que je combats dans cet écrit est d'autant plus dangereux, écrit Bastiat, appliqué aux travaux publics, qu'il sert à justifier les entreprises et les prodigalités les plus folles. Quand un chemin de fer ou un pont ont une utilité réelle, il suffit d'invoquer cette utilité. Mais si on ne le peut, que fait-on? On a recours à cette mystification. Il faut procurer de l'ouvrage aux ouvriers. L'idée est simple. En créant artificiellement ces emplois, on luttera contre le chômage et on relancera l'économie, car ces nouveaux emplois engendreront de nouvelles dépenses dans la société et stimuleront le tissu économique. C'est ainsi qu'on se retrouve avec des pouvoirs publics qui, par ignorance ou par démagogie, lancent toutes sortes de travaux inutiles pour occuper des ouvriers. Or, on trouve des exemples de ce genre de faux raisonnement jusque chez des dirigeants illustres, nous rappelle Bastiat. Cela dit, écrit-il, on ordonne de faire et de défaire les terrasses du champ de Mars. Le grand Napoléon, on le sait, croyait faire œuvre philanthropique en faisant creuser et combler des fossés. Il disait aussi, qu'importe le résultat, il ne faut voir que la richesse répandue parmi les classes laborieuses. Nul besoin de remonter jusqu'à Napoléon toutefois pour trouver des dirigeants qui font creuser des trous inutiles par des ouvriers pour les occuper. En tant que Belge, je vous invite à vous promener simplement dans des villes wallonnes dirigées par des socialistes pour trouver moult exemples. Les démagogues qui prêchent ce genre de mesures ne voient comme d'habitude que le revenu de leurs potentiels électeurs augmenter à court terme. Mais s'ils prenaient en compte les conséquences secondaires au moins autant que les conséquences immédiates de leurs décisions, ils se représenteraient toutes les choses possibles qu'ils ont également empêchées de naître. Le résultat final, quand ils lancent des travaux publics simplement pour relancer l'économie, c'est qu'ils ne créent qu'un bien relatif au détriment de beaucoup d'autres. Demander le concours sous forme d'argent de tous les citoyens à une œuvre commune, écrit Bastiat, c'est en réalité leur demander un concours en nature, car chacun d'eux se procure par le travail la somme à laquelle il est taxé. Or,
que l'on réunisse tous les citoyens pour leur faire exécuter par prestation une œuvre utile à tous, cela pourrait se comprendre. Leur récompense serait dans les résultats de l'œuvre elle-même. Mais qu'après les avoir convoqués, on les assujettisse à faire des routes où nul ne passera, des palais que nul n'habitera, et cela sous prétexte de leur procurer du travail, voilà qui serait absurde, et il serait certes fondé à objecter « De ce travail-là, nous n'avons que faire. Nous aimons mieux travailler pour notre propre compte. » Continuons sur la même lancée avec les avantages qu'il y a à créer des emplois de fonctionnaires par de nouveaux impôts, ce qu'on voit, et le désavantage qu'il y a pour le contribuable à les payer, ce qu'on ne voit pas. Comme pour l'exemple précédent, on peut se réjouir que l'État crée des emplois par de nouveaux postes de fonctionnaires, qui dépenseront ensuite leur argent dans le circuit économique de la société. Or, comme pour les travaux publics, les fonctionnaires sont payés par les impôts. Qu'est-ce que cela implique donc ? Cela implique, rappelle Bastia, que quand le fonctionnaire dépense 100 € de plus, un contribuable dépense à son profit 100 € de moins. Mais la dépense du fonctionnaire se voit parce qu'elle se fait, tandis que celle du contribuable ne se voit pas parce que, hélas, on l'empêche de se faire, écrit-il. Comme pour la route dans l'exemple précédent, si l'emploi du fonctionnaire est utile, alors on ne peut pas réellement parler de perte. Le fonctionnaire rend au contribuable un service qui mérite son salaire. Quand, par le truchement de ses impôts, le citoyen donne 100 € à un fonctionnaire qui remplit un service réellement utile, c'est exactement comme quand il dépense ce même argent dans de nouvelles chaussures. Mais quand son argent part dans le salaire d'un fonctionnaire qui n'a aucune réelle utilité dans la société, c'est qu'il est spolié. Car il est faux de lui dire que le fonctionnaire dépensera ses 100 sous au profit du travail national. En effet, imaginons un cordonnier qui paye 100 € pour ce fonctionnaire inutile. Si ce fonctionnaire se rend ensuite chez ce même cordonnier pour acheter des chaussures avec ce même argent, le cordonnier n'a en vérité rien gagné. Le fonctionnaire rend simplement ses sous au cordonnier, mais emporte malgré tout de nouvelles chaussures avec lui. Le résultat définitif est donc pour ce dernier une perte sèche. Comme dans le cas de la vitre brisée où notre propriétaire se retrouvait simplement avec sa vitre de départ, le cordonnier se retrouve avec sa somme de départ, mais privé d'une paire de chaussures que son travail avait confectionnées. Le point suivant sera un peu différent, même s'il s'appuie sur des ressorts similaires. Il concerne les préjugés communs contre l'innovation technique qui, allez en croire, détruirait inexorablement les emplois et vouerait des millions d'hommes au paupérisme. Il s'agit là d'un préjugé très ancien. Dans sa vie des 12 Césars, Suétone nous rapportait par exemple que, au 1er siècle après Jésus-Christ, l'empereur Vespasien renonça un jour à une importante innovation technique de peur de détruire des emplois. Suétone n'est pas très clair sur cette invention, mais grosso modo, un ingénieur aurait proposé à l'empereur une machine permettant de transporter plus facilement des colonnes au Capitole. Avec cette dernière, le chantier aurait alors eu besoin de beaucoup moins de bras, ce qui provoqua l'opposition des ouvriers, de peur de perdre leur travail. Selon l'historien romain, l'empereur aurait donc refusé d'avoir recours à l'engin en disant ceci à l'ingénieur: « Permettez que je nourrisse le pauvre peuple. » L'exemple le plus emblématique de cette hostilité face au progrès technique pour des raisons économiques nous vient très certainement de ce qu'on appelle les Luddites, du nom de l'ouvrier anglais Ned Ludd, un personnage probablement fictif qui aurait détruit 2 machines à tisser à la fin du XVIIIe siècle. En effet, la révolution industrielle en Angleterre avait entraîné une mécanisation rapide de l'industrie textile. La révolte des Luddites fut alors une révolte violente d'ouvriers tisserands s'opposant à l'introduction des machines à tisser dans les usines, jugeant que ces dernières allaient détruire leur travail, ce qui conduisit à des grèves, des émeutes et des actes de sabotage. L'économiste suisse Sismondi, un contemporain de Bastia, se rangera d'ailleurs de leur côté et écrira ceci dans ses nouveaux principes d'économie politique: « Si le machinisme arrivait à un tel degré de perfection que le roi d'Angleterre pût, en tournant une manivelle, produire tout ce qui serait nécessaire aux besoins de la population,
qu'adviendrait-il de la nation anglaise? Cette réflexion est désignée depuis par l'expression « la manivelle de Sismondi », à savoir que le progrès technique et l'introduction de nouvelles machines, bien qu'augmentant la productivité, entraînent chômage et pauvreté. Sur ce sujet, Frédéric Bastiat laisse tomber son ton habituellement ironique pour s'indigner sincèrement et nous faire part de sa propre vision du monde et de la société. Maudire les machines, c'est maudire l'esprit humain, écrit-il. Ce qui me confond, c'est qu'il puisse se rencontrer un homme qui se sent à l'aise dans une telle doctrine. Car enfin, si elle est vraie, quelle en est la conséquence rigoureuse? C'est qu'il n'y a d'activité, de bien-être, de richesse, de bonheur possible que pour les peuples stupides, frappés d'immobilisme mental, à qui Dieu n'a pas fait le don funeste de penser, d'observer, de combiner, d'inventer, d'obtenir des plus grands résultats avec de moindres moyens. Et au contraire, les haillons, les huttes ignobles, la pauvreté, l'inanition sont l'inévitable partage de toute nation qui cherche et trouve dans le fer, le feu, le vent, l'électricité, le magnétisme, les lois de la chimie et de la mécanique, en un mot, dans les forces de la nature, un supplément à ses propres forces. Et c'est bien le cas de dire avec Rousseau, « Tout homme qui pense est un animal dépravé ». Et il ajoute ceci, « Si cette doctrine est vraie, comme tous les hommes pensent et inventent, comme tous en fait depuis le premier jusqu'au dernier, et à chaque minute de leur existence, cherchent à faire coopérer les forces naturelles, à faire plus avec moins, à réduire ou leur main-d'œuvre ou celle qu'ils paient, à atteindre la plus grande somme possible de satisfaction avec la moindre somme possible de travail, il faut bien en conclure que l'humanité tout entière est entraînée vers sa décadence, précisément par cette aspiration intelligente vers le progrès qui tourmente chacun de ses membres. Il y a donc là un paradoxe évident, nous montre Bastiat. Si l'on pousse au bout ce préjugé populaire, la vraie civilisation brillerait dans les temps d'ignorance et de barbarie, et les ouvriers seraient plus riches à mesure que la société est moins productive. Là encore, nous avertit-il, il faut donc découvrir ce qu'on ne voit pas derrière ce qu'on voit. Il nous donne donc à nouveau un exemple concret. Imaginons un homme qui dispose de 100 € pour payer 2 ouvriers à la production d'un produit. 50 € chacun donc. Mais voici que cet homme acquiert une machine qui lui permet d'abréger le travail de moitié. Avec un seul ouvrier, il obtient désormais la même satisfaction que lorsqu'il en avait 2. Il congédie donc un des ouvriers, ce qui lui permet de faire une économie de 50 €. Un ouvrier a donc perdu son travail, c'est vrai, c'est ce qu'on voit. Et en ne voyant que ça, on se désespère du progrès technique. Sitôt que l'esprit humain a fait une conquête, aussitôt un ouvrier sombrerait dans la pauvreté. Mais heureusement, nous dit Bastiat, cette conclusion est fausse, car comme d'habitude, on ne voit que la moitié du phénomène. Ce qu'on ne voit pas, c'est l'argent épargné par notre homme en n'employant plus qu'un seul ouvrier. S'il y a donc dans le monde un ouvrier au bras inoccupé, il y a aussi dans le monde un homme qui peut maintenant dépenser 50 € de plus. Or, ces deux éléments se rencontrent et se combinent, nous dit Bastiat. Avec cet argent nouvellement épargné, l'homme dépensera davantage dans d'autres services qui auront dès lors besoin d'une nouvelle main-d'œuvre où il engagera lui-même ce second employé à une autre tâche. Qu'y a-t-il donc de changé dans le monde, demande-t-il. Il y a une satisfaction nationale de plus, en d'autres termes, l'invention est une conquête gratuite, un profit gratuit pour l'humanité. Alors bien sûr, dans un premier temps, c'est le capitaliste, le patron, dirons-nous, qui bénéficie grandement de ces nouvelles machines et de la hausse de la rentabilité du travail à moindre coût qui l'accompagne. Mais quand ses concurrents se munissent eux aussi de cette invention, la concurrence le force à baisser son prix de vente pour ne pas être déclassé. Et alors, ce n'est plus seulement le capitaliste qui recueille le bénéfice de cette invention, mais l'acheteur du produit, le consommateur, le public, y compris bien sûr les ouvriers. Ce qu'on ne voit pas, c'est donc l'épargne ainsi procurée à tous les consommateurs. Quelle est donc la conclusion? Tant que le patron vend son produit au même prix, il y a effectivement un ouvrier de moins occupé à faire ce produit spécial. C'est ce qu'on voit. Mais il y a également un ouvrier de plus occupé par les 50 € que le patron a épargnés. C'est ce qu'on ne voit pas. Et lorsque, par la marche naturelle de la concurrence, notre patron est réduit à baisser le prix de son produit,
alors il ne réalise plus son épargne, mais quiconque achète le produit le paye désormais moins cher, épargne donc à son tour, et tient nécessairement cette épargne au service de son salaire. C'est encore ce qu'on ne voit pas. L'économiste et démographe Alfred Sauvy a un jour raconté cette anecdote amusante qui me servira à conclure cette partie. Un jour qu'il visitait un chantier avec un ministre socialiste, ce dernier lui dit, en montrant les nouvelles pelleteuses dont se servaient les ouvriers, « Imaginez combien d'hommes on pourrait employer si à la place de ces machines, les travailleurs avaient des pelles. » Et Alfred Sauvy lui répondit avec une ironie malicieuse, « En effet, monsieur, mais imaginez s'ils avaient des petites cuillères à la place des pelles. » Les réflexions de Frédéric Bastiat éclairent cette anecdote. Spontanément, nous sommes en effet enclins à craindre que les nouvelles technologies engendreront chômage et pauvreté. Mais si tel était le cas, il faudrait soutenir que la société serait plus riche si les ouvriers creusaient des trous avec des cuillères à café plutôt qu'avec des pelleteuses, ce qui est manifestement absurde. Le dernier point que je voudrais voir avec vous, parmi ceux abordés par Bastiat, est celui de l'épargne et du luxe. Sous des termes un peu vieux, Bastiat aborde ici une question qui est encore d'une grande actualité. Dans ce petit chapitre, il observe en effet une apparente contradiction entre les préceptes moraux habituellement dispensés, notamment par la religion, et les préceptes économiques que nombre de ses contemporains promeuvent. D'un côté, la morale enjoint à la modération et tonne contre le faste, par exemple. Et de l'autre, des économistes viennent nous dire qu'il faut à tout prix dépenser, viennent nous dire qu'épargner, c'est dessécher les veines du peuple ou que les dépenses superflues des riches font le bien des pauvres. Cette critique de l'épargne sera encore plus forte dans les théories keynésiennes du XXe siècle. Pour Keynes, en effet, l'épargne était un gaspillage de ressources qui ne peut qu'accentuer les déséquilibres économiques, alors que la consommation présente, elle, était un gage de consommation future. Or, c'est justement contre cette idée que s'est élevé Bastiat. Une fois encore, nous dit-il, les maximes vulgaires ne nous montrent l'épargne et le luxe que sous un faux jour, ne tenant compte que des conséquences immédiates qu'on voit et non des effets ultérieurs qu'on ne voit pas. Vous êtes habitués maintenant, recourons à une petite histoire. Imaginez deux frères, que Bastiat nomme Mondor et Ariste. Deux frères qui, ayant partagé l'héritage paternel, ont chacun reçu une importante somme d'argent. Mondor pratique les conseils à la mode et dépense allègrement son argent. Il se vautre même dans l'orgie, mais, dit-on, il fait vivre le peuple. Il se rend utile par sa fortune, car en dépensant dans le luxe, il fait circuler l'argent. Son frère Ariste, lui, a adopté un plan de vie bien différent. Il raisonne ses dépenses, ne recherche que des jouissances modérées et raisonnables, et songe à l'avenir de ses enfants. En un mot, il économise son argent, il épargne. Sans doute ce dernier est-il plus moral, selon la morale commune, mais on se demande à quoi lui sert bien son argent. Ce qui frappe aux yeux de tous, c'est que son frère dépensier fait vivre bien plus de monde par son goût du luxe que lui-même. Mais si l'on y regarde de plus près, nous dit Bastiat, l'économe fait en vérité une dépense égale, voire supérieure. La sagesse d'Ariste, écrit-il, est non seulement plus digne, mais encore plus profitable que la folie de Mondor. Profitable non seulement pour lui-même, mais pour la société entière. Pour le prouver, il suffit de mettre sous l'œil de l'esprit ces conséquences cachées des actions humaines que l'œil du corps ne voit pas. Bien sûr, la prodigalité de Mondor a des effets visibles pour tout le monde. Chacun peut voir ses voitures de luxe, les vêtements qu'il achète ou les beaux dîners qu'il organise chez lui. Ce qui est moins facile de voir du point de vue de l'intérêt des travailleurs, c'est ce que deviennent les revenus d'Ariste. Il convient donc de se poser cette question. Quel est le but d'Ariste en économisant son argent? Est-ce d'enfuir son trésor dans une cachette de son jardin, comme le ferait Harpagon? Non. Ce qu'il veut, c'est grossir son capital et son revenu. En conséquence, cet argent qu'il n'emploie pas pour acheter des satisfactions personnelles, il s'en sert pour acheter des terres, pour acheter une maison, des actions industrielles, ou bien il le place chez un négociant ou un banquier. Si vous suivez cet argent dans toutes ces hypothèses,
vous verrez que par l'intermédiaire des vendeurs ou emprunteurs, il va alimenter le travail aussi sûrement que si, à l'exemple de son frère, il avait dépensé cet argent dans le luxe et le faste. En effet, s'il met une partie de son capital dans des terres, par exemple, il est certes déterminé par la considération qu'il n'a pas besoin de dépenser cette somme dans des produits, mais celui qui lui vend la terre, lui, est déterminé par la considération qu'il a besoin de dépenser l'argent qu'il aura acquis d'une manière quelconque. De telle sorte que la dépense se fait dans tous les cas, ou par Ariste lui-même, ou par ceux qui se substituent à lui. Au point de vue de la classe ouvrière, de l'encouragement au travail, écrit Bastiat, il n'y a donc entre la conduite d'Ariste et celle de Mondor qu'une différence. La dépense de Mondor étant directement accomplie par lui et autour de lui, on la voit, celle d'Ariste s'exécutant en partie par des intermédiaires et au loin, on ne la voit pas. Mais en fait, et pour qui sait rattacher les effets aux causes, celle qu'on ne voit pas est aussi certaine que celle qu'on voit. Ce qui le prouve, c'est que dans les deux cas, les écus circulent, et qu'il n'en reste pas plus dans le coffre-fort du sage que dans celui du dissipateur. Il est donc faux assurément de dire que l'épargne fait un tort à la société. Elle est tout aussi bienfaisante que le luxe, et à vrai dire, elle lui est même supérieure, dès lors qu'on ne considère pas seulement le présent, mais qu'on considère les effets sur une longue période. Attendons alors que 10 années s'écoulent. Que sont devenus les deux frères? Que sont devenus la fortune et la grande popularité de Mondor? Tout cela s'est évanoui, et Mondor est ruiné. Loin de répandre continuellement de l'argent dans le corps social, il lui est peut-être même devenu à charge. En tout cas, il ne fait plus la joie des fournisseurs ni d'aucun travailleur. Au bout des mêmes 10 ans, continue Bastiat, non seulement Ariste, lui, continue à jeter tous ses revenus dans la circulation, mais il y jette des revenus croissants d'année en année. Il grossit le capital national, c'est-à-dire le fonds qui alimente le salaire, et comme c'est de l'importance de ce fonds que dépend la demande des bras, il continue à accroître progressivement la rémunération de la classe ouvrière. Vient-il à mourir, il laisse des enfants qu'il a mis à même de le remplacer dans son œuvre de progrès et de civilisation. Alors qu'il part de bases philosophiques assez différentes, Bastiat rejoint donc ici Antoine Blanc de Saint-Bonnet, le contre-révolutionnaire dont je vous avais parlé dans une autre vidéo, et qui voyait dans le capital, et donc dans la capacité de modérer sa jouissance, un des moteurs du progrès de la civilisation. Dans un autre article moins connu, Frédéric Bastiat nous faisait comprendre que l'épargne constitue en effet la condition du progrès, et pour nous le faire comprendre, il partait de l'exemple de Robinson Crusoe. Imaginez en effet Robinson Crusoe sur son île, nous disait-il. Chaque jour, il doit pêcher, mettons, 2 poissons pour se nourrir. Cette pêche lui prend à chaque fois toute la journée, ce qui ne lui laisse le temps de se consacrer à aucune autre activité, comme celle de réparer ses vêtements ou de se construire une cabane, par exemple. Robinson ne pourra se développer, et développer son île par conséquent, que le jour où, au lieu de consommer les 2 poissons quotidiens qu'il aura pêchés, il se privera et n'en mangera qu'un, gardant le second pour le lendemain. Sans doute aura-t-il faim, mais ce faisant, il ne devra consacrer que la moitié de sa journée à la pêche, et le reste de la journée, il aura alors le temps de se confectionner un filet par exemple. Une fois le filet réalisé, il pêchera beaucoup plus de poissons à un rythme plus rapide, ce qui lui permettra enfin de développer son île. Loin d'être un frein, nous dit Bastiat, l'épargne est donc un moteur de la croissance et du développement. C'est en différant ses jouissances, en renonçant à des consommations présentes, que l'on peut libérer des ressources pour investir, accumuler du capital et rendre ainsi l'innovation possible. Mais bien sûr, pour faire cela, il faut être imprégné d'une morale forte qui oriente l'action en ce sens. Une morale hédoniste, nous dirait Bastiat, serait in fine mauvaise pour le progrès. Il y aurait encore de nombreux cas à vous présenter, mais ces quelques exemples, je l'espère, vous permettront de comprendre la méthode qu'usait Frédéric Bastiat pour réduire à néant les fameux sophismes économiques. En lisant Bastiat, on comprend que l'économie ne doit pas rester une science obscure, car l'ignorance de celle-ci est la plus grande arme des manipulateurs et des démagogues. Ne pas savoir l'économie politique, disait-il, c'est se laisser éblouir par l'effet immédiat d'un phénomène.
Le savoir, c'est embrasser dans sa pensée et dans sa prévision l'ensemble des effets. Si toutes les conséquences d'une action retombaient sur son auteur, notre éducation serait prompte. Mais il n'en est pas ainsi. Quelquefois, les bonnes conséquences visibles sont pour nous, et les mauvaises conséquences invisibles sont pour autrui, ce qui les rend plus invisibles encore. Il faut alors attendre que la réaction vienne de ceux qui ont à supporter les mauvaises conséquences de l'acte. C'est quelquefois fort long, et voici ce qui prolonge le règne de l'erreur. Il faut donc juger une politique économique sur ses effets, mais aussi sur la base des autres scénarios qui auraient pu se produire. Une bonne décision coûte moins à la société que ce qu'une autre allocation de ressources aurait pu lui coûter. Habituons-nous donc à ne pas juger des choses seulement par ce qu'on voit, mais encore par ce qu'on ne voit pas, dit-il. Toutefois, je voudrais encore préciser quelque chose. Bastiat était un économiste et en conséquence, les questions qu'il aborde sont approchées sous un angle économique, mais cela ne veut pas dire non plus qu'il faille se laisser aller à un réductionnisme économique, ni que Bastiat lui-même allait en ce sens. L'économie est importante, car si elle est bien menée, elle permet à l'homme et à la société de dégager du temps et d'orienter leurs pensées et leurs actions vers des occupations supérieures. Si Bastiat demande donc autant à ses lecteurs de faire attention à ce qui ne se voit pas, ce n'est pas parce qu'il est un méchant capitaliste, entre guillemets, qui ne songe qu'à faire travailler davantage les pauvres, comme le lui reprocheraient un peu facilement des hommes de gauche peu avisés. Il s'agit au contraire de bien gérer l'économie pour permettre aux hommes de se développer au maximum de leur être. Voici ce que répondait en effet Bastiat dans une de ses lettres à Proudhon, un magnifique passage sur lequel je souhaiterais conclure cette vidéo. Quelle que soit mon admiration sincère pour les admirables lois de l'économie sociale, dit-il, quelque temps de ma vie que j'ai consacré à étudier cette science, quelque confiance que m'inspirent ces solutions, je ne suis pas de ceux qui croient qu'elle embrasse toute la destinée humaine. Production, distribution, circulation, consommation des richesses, ce n'est pas tout pour l'homme. Il n'est rien dans la nature qui n'ait sa cause finale. Et l'homme aussi doit avoir une autre fin que celle de pourvoir à son existence matérielle. Tout nous le dit. D'où lui viennent et la délicatesse de ses sentiments et l'ardeur de ses aspirations, sa puissance d'admirer et de s'extasier. D'où vient qu'il trouve dans la moindre fleur un sujet de contemplation, que ses organes saisissent avec tant de vivacité et rapportent à l'âme, comme les abeilles à la ruche, tous les trésors de beauté et d'harmonie que la nature et l'art ont répandus autour de lui. D'où vient que des larmes mouillent ses yeux au moindre trait de dévouement qu'il entend raconter? D'où viennent ces flux et ces reflux d'affection que son cœur élabore comme il élabore le sang et la vie? D'où lui viennent son amour de l'humanité et ses élans vers l'infini? Ce sont là les indices d'une noble destination qui n'est pas circonscrite dans l'étroit domaine de la production industrielle. L'homme a donc une fin. Quelle est-elle? Ce n'est pas ici le lieu de soulever cette question. Mais quelle qu'elle soit, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne la peut atteindre si, courbé sous le joug d'un travail inexorable et incessant, il ne lui reste aucun loisir pour développer ses organes, ses affections, son intelligence, le sens du beau, ce qu'il y a de plus pur et de plus élevé dans sa nature. Ce qui est en germe chez tous les hommes, mais latent et inerte, faute de choisir, chez un trop grand nombre d'entre eux. Quelle est la puissance qui allégera pour tous, dans une certaine mesure, le fardeau de la peine? Qui abrégera les heures de travail? Qui desserrera les liens de ce joug pesant qui courbe aujourd'hui vers la matière, non seulement les hommes, mais les femmes et les enfants qui n'y semblaient pas destinés? C'est le capital. Le capital qui, sous la forme de roues, d'engrenages, de rails, de chutes d'eau, de poids, de voiles, de rames, de charrues, prend à sa charge une si grande partie de l'œuvre primitivement accomplie aux dépens de nos nerfs et de nos muscles. Le capital qui fait concourir de plus en plus au profit de tous les forces gratuites de la nature. Le capital est donc l'ami, le bienfaiteur de tous les hommes, et particulièrement des classes souffrantes. Ce qu'elles doivent désirer, c'est qu'il s'accumule, se multiplie, se répande sans compte ni mesure. Et s'il y a un triste spectacle au monde, spectacle qu'on ne pourrait définir que par ces mots, suicide matériel, moral et collectif, c'est de voir ces classes dans leur égarement faire au capital une guerre acharnée. Il ne serait ni plus absurde, ni plus triste,
si nous voyions tous les capitalistes du monde se concerter pour paralyser les bras et tuer le travail. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, bien que le thème soit un peu différent de ce que j'ai l'habitude de traiter sur cette chaîne. N'hésitez donc pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu, si cette petite nouveauté vous a intéressé. Donc dites-moi également en commentaire si cela vous intéresserait que je vous parle à l'avenir d'autres penseurs de l'économie, pas forcément français d'ailleurs. Et donc si vous avez apprécié cette vidéo, bien n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas de celle-ci pour aider au référencement, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. J'espère donc que cette vidéo aura suscité votre intérêt pour Frédéric Bastiat et qu'elle vous aura donné envie de le lire si vous ne le connaissiez pas déjà. Et donc, si vous voulez le lire de votre côté, eh bien, le premier livre que je vous conseillerais de lire, c'est bien entendu Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. C'est un livre très facile à lire et qui est une des meilleures introductions à sa pensée et à sa dénonciation des sophismes économiques. Ce texte est repris, moi personnellement je l'ai lu dans le tome 5 des œuvres complètes de Frédéric Bastiat qui a été réédité par l'Institut Copé. Et au fond, je vous recommanderais de vous procurer également cette édition, car, alors, en fait, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas est assez court, hein, c'est une centaine de pages dans ce texte, mais dans ce numéro-ci, vous trouverez également toute la correspondance qu'il a eue avec Pierre-Joseph Proudhon. En fait, Frédéric Bastiat avait publié un premier essai qui s'appelait Capital et rente, et La Voix du Peuple, un journal socialiste, a écrit à Bastiat, lui a proposé un débat public dans les colonnes du journal avec Pierre-Joseph Proudhon. Et donc, pendant plusieurs semaines, les deux hommes ont débattu de cette question de la gratuité du crédit, en fait, de la possibilité de prêter sans intérêt. Et la correspondance est vraiment très intéressante, car elle oppose déjà, au fond, les arguments d'un des plus grands penseurs du socialisme et d'un penseur libéral. Et nombre de leurs arguments sont, au fond, encore extrêmement modernes, de part et d'autre. Donc c'est très agréable à lire. Proudhon lui-même a une plume magnifique. Donc si vous vous intéressez à Proudhon et à Bastiat, bien, la correspondance est à lire. Même s'il y a quelque chose d'un peu frustrant, il y a comme un dialogue de sourds entre les deux hommes, car les arguments ne portent pas tous exactement au même niveau, mais le texte est à lire. Donc il y a une quatorzaine de lettres. Chacun va le publier de son côté. Proudhon va publier cette correspondance sous le titre de Intérêt capital, je crois, et Bastiat, lui, le publiera sous le titre de La gratuité du crédit. Et c'est La gratuité du crédit qui est repris dans ce livre-ci. Et si vous avez déjà lu tout cela, un livre que vous pourriez lire de Bastiat, peut-être un peu plus conséquent et qui là est un texte plus philosophique, c'est La Loi, qui est un texte oui, plus philosophique, qui parle des principes de la pensée et de la philosophie libérale. Voilà, j'espère que ces recommandations vous aideront si vous vous intéressez à ce personnage. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, j'espère.